Bonjour à tous, c'est Pedro, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'Audi A6 passe à l'électrique. Cette nouvelle génération se base sur la plateforme PPE qu'elle partage avec l'Audi Q6. Donc on a une architecture 800 volts qui nous propose des recharges super rapides. On en parlera tout à l'heure lorsqu'on ira la recharger. Mais d'abord, on va parler du design puisque j'ai plein de choses à vous dire sur cette A6. On va également faire un petit tour à l'intérieur. Et puis si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien bienvenue sur PMS en auto. Sur cette chaîne, je vous partage ma passion automobile au travers de différents essais que je vous diffuse tous les dimanches soirs. Donc si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, quand on la voit, il n'y a pas de doute, on est bien face à une Audi. On a quelque chose de très moderne, encore plus depuis le nouveau design apparu, déjà avec le Q6, etc. Sur les nouvelles générations, là on a quelque chose de beaucoup plus affûté, notamment au niveau des feux. On a quelque chose de très très fin. Alors, ça, c'est pas les feux, c'est la signature lumineuse. On pourra d'ailleurs la personnaliser. On aura le choix entre 8 signatures lumineuses. Donc, on aura tous les petits rectangles ici qui vont s'éteindre ou s'afficher en fonction de ce qu'on va choisir. Et puis, on a le bloc optique juste là en dessous, caché dans ce grand bandeau noir. Alors ici, c'est vrai qu'on a une configuration full black. On est sur une finition S-Line dotée du Black Pack. Moi, je suis pas très fan. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est un peu trop uni pour ma part. Lorsqu'on va pas prendre le Black Pack, sur la S-Line, on aura cette partie ici qui sera grise. Et tous les contours également de contours de vitre, forcément. La single frame qui évolue également, puisqu'ici elle est pleine. Vu qu'on est sur une électrique, il n'y a pas besoin d'aérer autant qu'avec une voiture thermique, mais on aura quand même des clapets actifs, il me semble, juste derrière. On dirait bien que ça a l'air d'être mobile pour refroidir la batterie en cas de besoin. Pour l'aéro, on retrouve également des petites ouïes ici, qui laissent passer l'air sur le profil pour améliorer donc le CX et forcément l'efficience globale. Si l'avant est assez agressif avec ses feux, je dois dire que le reste de la voiture est assez lisse. On a quand même cette ligne ici sur le capot assez marquée, mais au final sur le profil tout est quasiment lisse. On en a juste une ici en partie basse qui donne un petit peu de dynamisme, qui élance, mais le reste est assez lissé. Alors c'est vrai que ça donne ce côté un petit peu électrique, mais je trouve qu'on perd un petit peu du coup ce côté Audi un peu agressif qu'on avait. Alors c'est sûrement voulu, ça n'empêche pas que la voiture est assez jolie. On est ici sur un grand véhicule quand même, 4,92 m, mais je trouve que les proportions sont assez cohérentes. Au niveau des roues, on retrouvera des jantes allant de 19 à 21 pouces, comme ici avec ces jantes optionnelles. On a quand même un assez gros disque. Ici c'est équipé en en Pirelli P0. Et autre chose qui adoucit également la ligne et qui en plus améliore l'aérodynamisme, c'est ces rétroviseurs caméra. Regardez-moi la finesse de ces derniers. On a la petite caméra juste là, la deuxième ici pour la caméra 360 degrés. Et avec ces rétroviseurs, eh bien, on gagne 7 km d'autonomie. Alors pour le coup, je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup, puisque c'est une option quand même à 1750 €. Voilà, vous jugerez si c'est utile ou pas, d'autant plus qu'à la conduite, je vous en parle tout à l'heure, mais c'est assez particulier. J'en profite pour remercier la concession Audi Colmar de l'Espace 3000 pour le prêt du véhicule. C'est grâce à eux que je peux vous proposer cette vidéo aujourd'hui, un petit peu, pas en avant-première, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contenu sur cette A6, donc je suis assez content de pouvoir vous proposer ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous voulez retrouver ce modèle exactement dans cette configuration-là, eh bien vous savez où est-ce qu'il est. Ici en full black, eh bien on s'en rend pas compte, mais en fait on a ce petit bandeau ici là, le petit bandeau siglé e-tron qui est en noir. Donc lorsqu'on aura une couleur un petit peu plus claire, eh bien ça va trancher et on a une petite continuité qui se réalise ici sur le pare-choc arrière. Par contre, il y a quelque chose dont je suis pas très fan, c'est l'incrustation de la trappe de recharge. Regardez-moi ça, je trouve ça assez bizarre que ça remonte jusqu'au lèche-vitre, je sais pas, je suis pas très fan de la disposition. Par contre, ce dernier est électrique. De ce côté-là, on a que du type 2, mais de l'autre côté, on a le type 2 plus la charge rapide. Donc ça, c'est assez pratique en fonction de la disposition de votre borne de recharge à la maison. Voilà, on pourra charger des deux côtés. Sur la partie arrière, eh bien, on a quelque chose également de très technologique, notamment au niveau de ces feux. Ici, on a les feux classiques. On peut également avoir des feux OLED avec des signatures lumineuses personnalisables comme à l'avant. Ici, on a juste cette signature lumineuse, assez classique mais très jolie. Et on a surtout ce logo illuminé. Alors, voilà, c'est un petit peu gadget. Moi, je trouve ça très joli de nuit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, donc, à l'arrière de cette voiture, eh bien, on retrouve un diffuseur en noir laqué. Donc, ça va également trancher si on choisit une teinte un petit peu plus claire. Le petit logo ici qui nous indique qu'on est sur une version S-Line. Et franchement, je la trouve vraiment très réussie en termes de design. Il y a peut-être même un côté un peu Batmobile, je ne sais pas ce que vous en pensez, en full black comme ça, c'est assez sympathique. Au niveau du coffre, on va retrouver dans cette configuration un volume de 502 litres de chargement, donc c'est déjà assez généreux, mais si on en veut plus, eh bien, on aura juste à rabattre les sièges à l'aide des petites poignées ici pour atteindre 1422 litres de chargement. Donc là, ça devient assez intéressant si on a besoin de transporter des objets assez encombrants, d'autant plus que le seuil de chargement n'est pas très haut, il arrive au niveau du genou, donc ça va.
Et juste en dessous, on a donc le caisson de basse du système audio Bang & Olufsen et on a de quoi ranger les câbles, etc. Câbles qu'on va également pouvoir ranger à l'avant avec un petit frunk. Et pour ceux qui veulent tirer des remorques, eh bien sachez qu'en freiné, on pourra tirer jusqu'à 2100 kg ou 750 kg en non freiné. Parlons à présent des motorisations. Cette assise a droit à 3 niveaux de puissance. Alors, on a la version classique, l'assise e-tron, qui développe donc 326 chevaux, qui dispose également de la petite batterie de 83 kWh brut ou 75,8 net, qui offre une autonomie allant jusqu'à 592 km, donc pour un entrée de gamme c'est déjà pas mal. Ensuite on a l'équivalent d'un long range en quelque sorte, puisqu'on a une version propulsion de 367 chevaux et 565 Nm, c'est celle que je vous propose à l'essai aujourd'hui, avec une grande batterie de 100 kWh brut, ou 94,9 net, qui offre jusqu'à 713 km d'autonomie. Donc là, voilà, ça commence vraiment à être très sérieux. Pour ceux qui aiment faire de la route, eh bien franchement c'est juste parfait. Si on a un petit peu plus de puissance, et surtout une version 4 roues motrices, il existe la version Quattro, avec un second moteur, qui offre jusqu'à 462 km et 855 Nm, qui dispose également de la grande batterie 200 kWh, mais forcément on aura un petit peu moins d'autonomie puisqu'on aura au maximum 679 km en cycle WLTP. Et puis si vous voulez encore plus de puissance, il y a la version S6 avec ses 550 chevaux. Là, ça doit vraiment envoyer assez fort, hein. Allez, à présent, on va passer à l'intérieur. L'habitacle nous accueille avec un seuil de porte illuminé siglé S, et à l'intérieur relativement sombre. Forcément, on est chez Audi, on a l'habitude. Pour ceux qui ne sont pas adeptes des intérieurs noirs, eh bien sachez qu'on a également une sellerie blanche. Alors c'est nommé gris clair, mais ça ressort plus blanc que gris. Ça peut bien trancher avec un extérieur un peu plus foncé, mais ici on a donc une sellerie complètement noire, avec ce cuir et la suédine au centre, très sympathique. Siglé S, avec un appuie-tête assez moelleux. Par contre, les assises sont assez fermes, hein. On a l'habitude chez Audi de ça, mais ça n'empêche pas qu'elles sont confortables. Hier, j'ai roulé une très grande partie de la journée, et honnêtement, j'avais aucune douleur. Face à nous, un triple écran. Je dis bien triple, puisqu'il y en a un également ici pour le passager. Au niveau des diamètres, 11,9 ici, 14,5 au centre, et pour le passager, 10,9, ça suffira amplement. Ici, on va pouvoir régler quelques petites choses, le GPS, etc., la radio, le multimédia. On va également pouvoir connecter un appareil audio Bluetooth, comme ça on va pouvoir écouter quelque chose en tant que passager, et le reste de l'habitacle ainsi que le conducteur pourra continuer d'écouter sa propre musique. Donc ça peut être sympa. On a également différentes applications qu'on va pouvoir télécharger sur le store juste là, donc YouTube, etc., Alexa, toutes les applications de musique, Spotify, enfin on a pas mal d'applications. Je vais vous montrer ça. Donc là on a le grand écran, et vous voyez qu'on a pas mal de trucs. On a même des jeux pour s'occuper pendant la recharge, Home Assistant pour les maisons connectées, etc. Deezer, Radio Player, Spotify, Tidal. On a vraiment plein de choses. YouTube pour pouvoir s'occuper sur les longs trajets. Sur cet écran, on a la dernière version du MMI, très fluide, assez intuitive. On a différentes pages ici sur l'accueil. Tout le mur des applications, donc voilà, avec les différents réglages par exemple pour les véhicules. Ici les réglages d'écran. On aura le réglage d'éclairage, notamment à l'extérieur pour changer les signatures lumineuses. Hop, voilà, regardez. Et on va pouvoir changer à l'arrière si on a les feux OLED. Éclairage intérieur, ça sera plus l'éclairage d'ambiance qu'on a du coup ici sur les panneaux de porte juste là. Et puis sur tout le tour de la planche de bord. C'est assez discret, ça fait pas too much comme sur la A3 où on en a un petit peu partout. Ici, ça se voit un petit peu plus classe quand même. Autrement, on a toute la connectique Apple CarPlay, Android Auto, on sans fil, ça y a pas de souci. Le menu de charge que je vous détaille plus tard. Et lorsqu'on va connecter le téléphone, on aura un raccourci ici pour Apple CarPlay ou Android Automotive. Ici la climatisation avec quelques petits raccourcis, et lorsqu'on clique ici, effectivement, hop, si ça veut bien, voilà, on a tout le menu de climatisation. Donc on va pouvoir gérer où est-ce qu'on veut que ce soit diffusé, etc. On va pouvoir également gérer la température à l'arrière avec les sièges chauffants également à l'arrière, sièges chauffants à l'avant avec volant chauffant également qui s'active juste là. Derrière le volant, on a donc le compteur principal avec différents affichages. On a celui-ci ou alors quelque chose de plus minimaliste. Différentes informations également ici qu'on va pouvoir swiper, etc. Pareil, sur le côté, on aura le multimédia avec la navigation. On a les aides à la conduite, etc. Avec différents compteurs qui varient en fonction des modes de conduite. Si maintenant je mets Eco, vous voyez qu'on a le niveau de charge de consommation, le niveau de power et le niveau de charge juste à gauche. C'est assez complet. Sur ce volant, on a des petites palettes d'ailleurs derrière pour régler donc la régénération. Sur la partie gauche, on va donc gérer cet écran. Sur la partie droite, on va gérer plus le multimédia.
On a un bouton personnalisable ici. Actuellement, il y a la désactivation des alertes de survitesse d'enclencher. Donc ça, c'est très pratique. On rentre dans la voiture, on démarre, un petit clic là-dessus et on n'a plus les bip partout. Ça, c'est pas mal. Les aides à la conduite vont se gérer juste là avec le petit commodo. Petit panneau de contrôle ici à présent sur l'A6 avec le verrouillage, les réglages des feux ainsi que les feux de brouillard, les rétroviseurs caméra, donc comme vous pouvez le voir juste ici, c'est assez spécial, il faut aimer. Les réglages de siège électriques et le verrouillage enfant. Le système audio Bang en Olufsen qui vient dans un pack optionnel. Au niveau de la console centrale, on retrouve un chargeur induction ventilé avec un petit clapet question de verrouiller le téléphone. Deux petites prises USB type C ici, une prise 12 volts, allume-cigare, comme vous appelez ça, comme vous voulez. Et puis aussi, on a donc le panneau de contrôle pour le SP, le volume, etc., les warnings, les modes de conduite, le raccourci pour les aides à la conduite avec différents raccourcis qu'on va pouvoir personnaliser. Si on veut directement désactiver ça, par exemple, eh bien, on va pouvoir le faire. La caméra 360 degrés qui est de bonne qualité, tout comme d'ailleurs celle de côté. Par contre, il y a des choses dont je ne suis pas très fan, surtout quand on connaît le prix de cette version-là et le prix de la voiture. Bah écoutez, là, quand je vais ouvrir ça, ça fait très plastique en fait, ça fait très léger, je sais pas, c'est pas super qualitatif. Tout comme le bouton ici du ciel, je sais pas, ça fait un peu clic-clic. Il y a pareil la boîte à gants, full plastique, mais ça sonne creux, vous voyez, je sais pas, c'est pas assez... C'est pas tip top et Audi nous a un petit peu habitués à mieux, je trouve. Après ici on a des plastiques durs en partie basse, mais ça c'est pas très grave. Le reste c'est moussé, etc. On a la petite suédine, c'est vraiment pas mal. Ici le petit insert qu'on retrouve également là sur la planche de bord. On a de la suédine sur toute la planche de bord. En fait la partie haute est très qualitative, on a du plastique moussé partout. C'est quali, mais il y a des petits détails comme ça qui, je trouve, manque un petit peu de finition. Et si vous regardez au-dessus de moi, on a un grand toit panoramique opacifiant. Donc on a ce petit bouton qui vient venir, hop, fermer tout doucement le toit panoramique. Si maintenant je fais comme ça, on peut également faire dans ce sens-là, ça va. Et si maintenant là, j'appuie dessus, on a une sorte de damier. Regardez, hop. Voilà, on va pouvoir... Alors celui-ci, je vois pas trop l'utilité, honnêtement. Bon, c'est joli par contre de l'intérieur. Je reviens sur la console centrale, ici, une petite suédine, il est fixe. Mais par contre, hop, on a un petit rangement à l'intérieur, assez profond, regardez, on met quand même la moitié de mon avant-bras. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va pouvoir ranger pas mal de choses. Et c'est vrai qu'en termes de rangement, c'est assez généreux. Ici, on a quand même un grand bac de portes. On a une boîte à gants assez raisonnable quand même, en 2024, ça va. Donc voilà, pour la famille, etc., on va pouvoir ranger pas mal de petites affaires. À présent, je vais aller m'installer à l'arrière et on va parler habitabilité. Vous allez voir que c'est assez généreux. Le siège est réglé pour moi. Je fais 1,84 m pour rappel. Au niveau de l'espace au genou, c'est assez correct. Je peux passer les pieds sous le siège tranquillement. Je suis assez bien installé. On a une assise un petit peu plus moelleuse d'ailleurs qu'à l'avant. Et au niveau de la garde-toit, j'ai un petit peu de distance. Heureusement qu'on a le toit panoramique quand même, parce que ça permet de gagner un peu de place. On a une surface vitrée raisonnable, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça fait l'affaire. On a quand même pas mal de luminosité à l'intérieur. Merci le grand toit panoramique quand même qui apporte un tout petit peu de luminosité, mais c'est vrai que pour un intérieur noir, c'est quand même assez lumineux, sachant qu'il fait pas non plus très beau aujourd'hui. Alors il y a le ciel bleu, mais c'est bon, vite fait. On va pas pouvoir régler l'inclinaison du dossier, ça c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé ça. Par contre, on a quand même ici un petit accoudoir avec deux portes gobelets. Et on va même pouvoir ici, hop, rabattre cette partie-là pour avoir déjà accès au coffre en premier lieu. Et puis, ça peut servir également en guise de trappe à ski. L'avantage des voitures électriques, c'est qu'au niveau du plancher, eh bien, c'est plat. Là, on a un tout petit truc, on peut dire que c'est plat. Et si je m'installe au milieu, on a une assise forcément un peu plus ferme, un peu plus haute également. Ça va, c'est pas non plus désagréable. Le dos, c'est un peu ferme quand même, mais ça va. On aura également droit à des petites ventilations ici et là, avec les sièges chauffants, donc, et on peut régler la climatisation juste là. Et par contre, on n'a pas de... Ah si, on a deux prises USB, type C ici, juste en dessous, hop, voilà. Puis on aura le droit à des petits filets également pour ranger quelques petites affaires. Ce qui est cool, c'est qu'on a la même finition derrière, avec le plastique moussé, la suédine, etc. Le plastique dur en partie basse, mais ça, c'est normal. Et puis voilà, donc franchement, c'est assez accueillant pour une famille. Maintenant, je vais reprendre le volant et je vais vous donner mon ressenti derrière ce dernier. Et avec cette météo, je suis bien content d'avoir les sièges et le volant chauffant. Alors, qu'est-ce que ça donne cette assise Citroën sur la route? Eh bien, on est vraiment à bord d'une routière. On a quelque chose de très confortable, et ce, même sans avoir les suspensions pilotées. Aujourd'hui, on a les suspensions classiques, et ça absorbe déjà super bien. Même voilà, sur les routes un petit peu bosselées comme là, on n'est pas trop secoué. C'est juste bien. C'est vrai que ça tape un petit peu plus sur les grosses déformations assez abruptes, genre les bouches d'égout ou autres.
mais globalement ça absorbe super bien et on est vraiment bien. En plus on a une bonne assise, on est très bien installé, on a une bonne position de conduite avec le repose-genou, on a les réglages des lombaires, etc. On est vraiment très bien. Par contre c'est vrai qu'on est un petit peu haut. C'est vrai que dans un break on penserait pas être aussi haut. Après c'est pas dérangeant vu qu'on est bien installé, etc. C'est parfait. Au niveau du confort auditif, ça manque un petit peu je trouve. Là on a quand même des gros pneus, donc on a pas mal de bruit de roulement, on a 275 à l'arrière, hein, notamment sur les routes un petit peu dégradées comme là, vous savez c'est les routes un petit peu granuleuses, et ça s'entend un peu je pense à la caméra. Là par exemple, voilà, on a tout de suite un bruit un petit peu ambiant. Au niveau des bruits d'air ça va, même si c'est vrai qu'à 130 j'aurais aimé un tout petit peu plus quand même de confort auditif, mais je pense que ça se recouvre. Avec le système audio il y a un petit peu de musique, donc ça il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de la conduite pure, eh bien on a une direction assez agréable, assez ferme quand même. Malgré que là je suis en mode dynamique, en mode efficience. On va pouvoir régler tout ça d'ailleurs ici. Donc on a le mode efficiency plus, le mode confort, le mode dynamique ainsi que le mode individuel qui va nous permettre donc de régler tout ça. On va pouvoir régler justement la direction, le son, le petit bruit électrique, les aides, etc. Donc on va pouvoir régler tout ça. Moi je vais me remettre en efficiency par contre, comme ça on est là pour jouer les consommations. Donc hop, on va se remettre en efficiency. Mais ouais, on a quelque chose d'assez ferme et ça fait plaisir parce que du coup, vu qu'on a une voiture quand même assez grande, ça donne un sentiment assez qualitatif et c'est assez plaisant. On n'a pas quelque chose de tout léger, un petit peu comme une citadine. Là, on a quelque chose de ferme et c'est vrai que ben voilà, le poids, on le sent, on est quand même sur 2 tonnes 2, 2 tonnes 3, j'ai plus le chiffre exact, je vous le note juste en dessous. Et ben on le ressent un petit peu en courbe quand même. Ça se veut pas être super dynamique, on est vraiment là sur une routière confortable, etc. C'est pas le rôle de la 6, mais voilà, ça pousse bien en ligne droite, hein, c'est sûr qu'avec les 367 chevaux, si maintenant on veut accélérer, bah, ça accélère, voilà, même en mode éco, il n'y a pas de souci, ça renvoie. On va se faire une petite accélération là-bas en sortie de village, mais ouais, ça pousse bien, on a du couple. En courbe, il va falloir faire attention quand même, hein, si on donne des gros coups de gaz, parce que voilà, ça reste une propulsion, ça glisse un petit peu de l'arrière si on met beaucoup de couple, mais voilà, c'est quand même une voiture qui se conduit assez souplement. Là, vous voyez, je suis reparti tranquillement. En fait, on a une conduite très douce au global, vu qu'on n'a pas de rapport, etc. On a le silence de l'électrique. Et on a vraiment cette courbe assez progressive. On n'a pas tout de suite la puissance qui nous tape. Ou alors, il faut vraiment mettre pied au plancher. Et là, vous voyez, les deux dames, c'est confortable, etc. On va faire une petite accélération juste là-bas. On va se mettre en mode sport, tiens, pour l'accélération. De toute façon, il faut que je vide un petit peu la batterie encore, là. Je suis à 26%. Je veux descendre à 10% pour vous faire la petite recharge qu'on ira faire tout à l'heure. Là, c'est vrai qu'en mode dynamique, c'est déjà un peu plus sensible. Et là, hop, je suis à 50, on accélère. Voilà, on est déjà à 80. Ça a tout petit peu patiné là, comme vous dites, voilà, on est passé des pavés au bitume. Ça a un petit peu glissé, mais on a vraiment des grosses accélérations. Voilà, ça pousse bien. On s'en doutait avec 367 chevaux en électrique. Mais c'est vrai que malgré le poids, on pourrait peut-être un petit peu douter. Ben non, vous inquiétez pas, on a largement de puissance pour se dégager. Je pense même que le petit moteur suffit, hein, honnêtement. Après, voilà, si vous voulez plus, il y a les grosses versions. Cette assise, c'est vraiment une routière. On va adorer faire des kilomètres à son bord. Hier, j'ai fait beaucoup d'autoroutes, hein, pour vider la batterie. Et pour voir ce que ça donnait en termes de consommation, etc. Et franchement, j'étais bien. On a là la petite musique, tranquillou, les aides à la conduite qui sont top. On est là, on trace la route sur l'autoroute. Et franchement, c'est juste parfait. D'autant plus qu'on a de quoi faire beaucoup d'autoroutes, puisque on fera largement les 400-450 km sur autoroute. Avec sa grande batterie de 100 kWh, on a quand même une grande autonomie. Et donc, on a des consommations que je trouve assez raisonnables au vu du poids de la voiture. Et par rapport au Q6 aussi, qui est forcément beaucoup plus gros, même si la même plateforme, etc., même batterie, bah, il est plus gros. Et forcément, là, on a quelque chose de plus efficient, de plus aérodynamique. Hier, j'avais une consommation moyenne de 20 kWh au 100, sachant que j'ai fait énormément d'autoroutes à 130. Avec le régulateur, avec le chauffage à 21, sans climatisation par contre. J'avais juste le chauffage. Et je trouve ça assez raisonnable. Sur autoroute à 130, j'avais une consommation moyenne de 23,5 kWh. À 110, j'étais plus à 19 kWh. Et je trouve ça assez raisonnable quand même, hein, quand on sait qu'on va pouvoir recharger super rapidement. Je trouve que voilà, le combo efficience architecture 800 volts, c'est juste parfait pour les grands rouleurs justement. On va donc se diriger tranquillement vers
une station de recharge qu'on va pouvoir sélectionner directement sur le GPS. Ça, c'est très pratique. On a ici un petit menu charge sur lequel on va pouvoir gérer le niveau de charge que l'on souhaite au maximum. Et en fait, on a recharge rapide, rechercher un arrêt. Donc là, on a toutes les bornes de recharge aux alentours. Et donc, on va pouvoir en sélectionner une. Et avec le trajet, etc., en fait, il va préconditionner la batterie automatiquement pour qu'elle soit bien chaude dès l'arrivée, pour qu'elle soit prête à encaisser donc le maximum de puissance et donc réaliser la charge annoncée en 21 minutes pour un 10 à 80%. Donc on va aller vérifier ça tout à l'heure. Là, on va rester d'abord un petit peu sur cette partie routière pour continuer de vous parler un petit peu de la régénération du coup. Forcément, vu qu'on parle d'autonomie, on va parler de régénération. On a différents niveaux de régénération. On a le mode roue libre et ensuite avec les petites palettes, on va pouvoir gérer donc 3 niveaux de régénération. Roue libre, puissance numéro 1 ou puissance numéro 2. Et là, c'est un petit peu plus fort. Et si on va encore plus fort, on peut activer le mode break. Et le mode break, c'est un petit peu un mode one pédale, puisqu'on va avoir une décélération qui ira jusqu'à l'arrêt. Ça, c'est vraiment super agréable. Et en plus, on a des recharges beaucoup plus présentes. Je roule quasiment qu'en mode break. Alors là, c'était pas le cas, j'ai oublié de le mettre. Mais sur la totalité de mon essai, en fait, j'étais tout le temps en mode break. Parce qu'on a des recharges beaucoup plus franches et on gagne quand même pas mal de kilomètres. Là, par exemple, je suis à 50, mais je consomme rien. On est vraiment pile en roue libre sur l'entre-deux. On récupère pas mal d'énergie et franchement, il n'est pas très violent le mode break. Si maintenant je relâche, voilà, on perd tranquillement, mais c'est pas non plus très violent. Il est super simple à prendre en main et généralement, je suis pas très fan moi des modes one pédale. Bah là, il est parfait, je trouve. Bon, par contre, c'est vrai qu'en ville, sur des rues un peu plus étroites, eh ben, on sent quand même le gabarit. On sent qu'on est sur une grande voiture, hein, 4,92 m, qu'on a quand même quelque chose d'assez large. Surtout qu'on n'arrive pas trop à voir où on place les roues avant. Là, par exemple, mon bout de pare-choc, je ne sais pas du tout où il est, quoi. Donc, heureusement qu'il y a la caméra 360 degrés. En plus, j'ai vu qu'on a des caméras. Alors ça, je ne sais pas si je vais pouvoir l'activer là en roulant. Bah, vous savez quoi, je vais m'arrêter sur le côté. Je vais vous montrer ça. En fait, on peut juste afficher les jantes. Comme ça, on voit si on les abîme ou non. Hop, je vais juste m'arrêter là. Là, vous voyez, on va passer les caniveaux. Bon, franchement, hop, c'est smooth, tranquillou. Et là, regardez. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Tac. C'est là. Et en fait, on va juste pouvoir afficher la roue avant, par exemple. Ou la roue arrière. Tac. Et ça, c'est pratique, voilà, pour parier les jantes. Et justement, là, les rétroviseurs caméra, on va en parler. On va en parler parce que c'est assez perturbant. Hein. Quand on n'a pas l'habitude, j'avoue que je m'y fais pas. Sur autoroute, c'est pas mal. Mais... pour manœuvrer, etc., quand on est garé, pour qu'on veut sortir, etc., c'est un petit peu galère. J'avoue que je suis pas très fan. Et puis, pour gagner juste 7 km d'autonomie, est-ce que ça vaut réellement le coup? Je sais pas, surtout quand on sait que l'option est à 1750 €. Ouais, je sais pas. Voilà. Après, si vous voulez une voiture super technologique, bah, pourquoi pas. Et si vous avez déjà l'habitude, bah, voilà. Mais c'est vrai que voilà, il y a un petit temps d'adaptation tout de même. Je viens de m'insérer sur l'autoroute, on est sur une partie à 130. On va voir ce que ça donne. J'ai mis le régulateur adaptatif, le maintien dans la voie, etc. Donc là, on a juste à tenir le volant. Et franchement, bah voilà, déjà au niveau des aides à la conduite, on a les aides à la conduite du groupe Volkswagen, donc le Travel Assist, qui est juste excellent. Pour moi, c'est le deuxième meilleur système d'aide à la conduite sur le marché. Je le dis à chaque fois parce que pour moi, c'est un peu une référence. Il est super bien géré, il s'adapte au panneau. Si maintenant on a un panneau 90, eh bien, il va automatiquement décélérer. Alors ça se désactive, hein, mais il vient décélérer en amont pour être à 90 au panneau. Pareil pour les 50, etc. Donc ça, c'est assez pratique. La voiture détecte également les ronds-points avec le GPS intégré. Et là, la voiture est en train de freiner toute seule. Elle a détecté le rond-point. On va descendre jusqu'à environ 27-30 km/h et on va pouvoir passer le rond-point du coup en toute tranquillité, et ce même sans utiliser le GPS. Et voilà, on a environ 30 km/h, et dès qu'on va sortir du rond-point, hop, elle va le comprendre, elle va se recaler à 80 automatiquement. Alors elle accélère progressivement, et là, une fois sortie du rond-point, elle a réaccéléré automatiquement jusqu'à 80 km/h. Le maintien dans la voie est nickel, on n'a pas d'à-coups. Là, on a une petite courbe, regardez, franchement, bah, je ne l'ai même pas senti, ça s'adapte, nickel, franchement, c'est vraiment parfait. Les décélérations, comme vous avez pu voir tout à l'heure, eh bien, sont super douces. On n'a pas de grosses décélérations qui vont s'avérer dérangeantes à force. Je voulais également rapidement revenir sur les rétroviseurs caméra. Je trouve que sur autoroute, c'est mieux, c'est plus pratique en fait. On voit beaucoup mieux, étrangement. Il me semble que c'est pas le cas sur les rétroviseurs de base. Maintenant, j'ai un gros doute, ça me perturbe. Mais on voit vachement ce qui se passe juste derrière notre voiture. La qualité d'image est assez bonne le jour.
La nuit, un petit peu moins forcément, vu qu'il y a moins de luminosité. Mais par contre, la visibilité est assez bonne. Si maintenant on a quelqu'un derrière, eh bien, on le voit très bien. Et quand il fait vraiment nuit, c'est vrai que c'est un petit peu limite. Au niveau des angles morts, c'est pas tip top, mais on a les avertisseurs d'angle mort. Donc on va avoir une bande verte. Si je remets le clignotant, voilà, vous pouvez voir, en fait, on a la bande verte du bandeau LED qui se réactive et qui continue du coup sur cet écran, qui nous indique que c'est ok, on peut y aller. Des fois il est orange, c'est-à-dire qu'il détecte une voiture, il est assez précautionneux quand même, parce que des fois la voiture est assez loin, mais il nous dit quand même attention. Donc là on va jeter un petit coup d'œil, on va vérifier. Donc voilà, c'est quand même assez bien réalisé. Ça y est, je suis enfin à 10%. J'ai réalisé donc 397,1 km avec 90% de batterie, et principalement sur un trajet autoroutier à 130 km/h. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait quand même un petit peu de ville, de départemental, etc., où il y a des relances où ça consomme un petit peu plus que à vitesse stabilisée sur autoroute à 110 ou à 130. Donc là, les 400 km sont largement atteignables. Il me reste encore une trentaine de kilomètres. Bon, là, 10%, on va commencer à penser à recharger. Mais je pense que les 450 km sont atteignables si on est vraiment sur un trajet autoroutier uniquement, qu'on vient de recharger sur autoroute, qu'on continue sur l'autoroute et qu'on recharge encore sur l'autoroute. Donc, voilà. On va dire 425 pour être un peu plus juste. Mais voilà, franchement, assez raisonnable, je trouve. Maintenant, on va voir pour la recharger. Pour rappel, vu qu'on est sur la batterie de 100 kWh brut, elle est censée encaisser 270 kW. De quoi récupérer donc en 10 minutes 295 km et faire une charge de 0 à 80% en 21 minutes. Donc on va voir si tout ça c'est juste. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit peu comment on lance la charge. On se retrouve donc sur cet écran où on a un menu ici pour l'électrification. Ici, on va pouvoir gérer le niveau de charge maximum qu'on veut. Donc là, on va se mettre à 80% pour que ça bloque à 80%. On voit que la batterie est montée à 27 degrés. Alors, il me semble qu'elle est à 17 avant le préco, il me semble. Et ici, on retrouve donc le menu que je vous ai montré juste avant sur la route, qui nous indique bien toutes les bornes, et dont celle-ci. Donc c'est là où on est, la 35, la borne Ionity, effectivement, 8 sur 8 de dispo. On a des bornes qui délivrent 350 kW, donc on aura le maximum logiquement en pic. Et je voulais vous montrer autre chose, c'est qu'on a également le plug and charge. Donc pas besoin de passer le badge ou quoi, on a juste à brancher la voiture et hop, ça charge. Pour ça, il faut quand même déverrouiller la borne. Ici, on se retrouve hop, sur l'application Audi, on a toutes les informations sur la voiture, on peut déverrouiller, gérer la climatisation, etc. Et ici, lorsqu'on déroule le petit menu, on a déverrouillé la borne de charge. Donc là, ça nous lance la caméra si on veut prendre le QR code. On peut le marquer manuellement ou alors on peut directement se rendre sur la carte. Et là, on voit qu'on a notre borne qui est donc compatible avec Audi. On va faire débloquer la borne de chargement, choisir donc la borne précise. Donc ça, on va aller à l'extérieur, on va regarder celle qui correspond. Donc là, on a le chiffre FRYOI 4138. On la repère ici, c'est celle-ci. Hop, on la sélectionne. Et là, donc, elle vient de se déverrouiller. Donc là, on va pouvoir la mettre à charger. On vient de se brancher, c'est en train de se connecter. Hop, ça prépare la charge. Et là, on n'a plus qu'à attendre, ça va se charger. On sera débité par rapport au compte créditeur qui est indiqué sur l'application directement. Donc, super simple, franchement. Et on a déjà gagné 1%. On est à 269 kW. Donc, 272 maintenant. Donc elle les encaisse bien. On va regarder maintenant au niveau du tableau de bord ce que ça donne. On est déjà à 12%, hein. Vous voyez que ça grimpe super vite. Et il nous indique 20 minutes pour charger jusqu'à 80%. Là on en voit bien, 275 kW. Elle les prend bien, hein, en tout cas. Et là vous pouvez voir qu'on a le bandeau lumineux qui hop charge. Et en fait le niveau va augmenter au fur et à mesure que le véhicule charge. Bon, je vais laisser la voiture charger et je reprends dans 10 minutes pour voir si elle a bien récupéré 295 km d'autonomie comme annoncé et à la fin de la charge pour voir combien de temps ça a duré. Ça fait 10 minutes, je suis à 55%, mais par contre j'ai pas mes 295 km encore, je suis seulement à 231. Bon, c'est déjà pas mal. Ça y est, la charge est terminée. 80%, 21 minutes pile poil et on a récupéré 72 kWh. Rechargé à 80%, ça nous annonce 346 km. Alors oui, c'est faible, mais c'est normal, c'est parce qu'elle s'adapte à l'utilisation que j'ai eue jusqu'à présent. Étant donné que la voiture a 474 bornes et que je lui ai mis 397, au final, elle pense que je vais faire que de l'autoroute. Donc, elle m'affiche l'autonomie annoncée pour ce type de trajet. Si je fais quasiment que de l'autoroute, forcément, si maintenant je fais que de la ville, eh bien ça va augmenter au fur et à mesure. Donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, la recharge est respectée. Le 0 à 80%, 21 minutes pile poil. On a récupéré 72 kWh. J'ai à peine eu le temps de prendre quelques photos, de faire mes plans de coupe et de filmer un réel que c'était déjà chargé. Donc ouais, ça charge vraiment vite. Mais voilà, pour profiter de ce combo efficience 800 volts, il va falloir quand même passer à la caisse. Et c'est là que ça se corse un petit peu.
La berline est proposée à partir de 66 420 €. Cette version break, donc la version avant, est proposée à partir de 69 720 €, donc un peu plus de 1 000 € de plus. Mais par contre, ces tarifs-là, c'est pour les versions d'entrée de gamme en design, sans options, etc. Ce modèle-ci, on est sur donc la version performance, la deuxième puissance. On a la finition S-Line et on a 16 000 € d'options. Et bien là, on arrive à 102 000 €. On passe la barre des 100 000. Et là, vous comprenez peut-être pourquoi j'ai un petit peu rechigné sur quelques petits détails de finition. À 102 000 €, j'avoue que c'est des choses que je ne voudrais pas avoir. En location, chez Audi, on m'a annoncé environ 1 000 € par mois. C'est quand même un sacré chiffre. Et en fait, je me demande si cette voiture va réellement se vendre à des particuliers. Je pense que c'est plus destiné à des sociétés qu'à des particuliers. Je trouve ça un petit peu dommage. Parce qu'en fait, la voiture est super bonne quand on regarde, dans le sens où on a de l'autonomie, on va pouvoir faire beaucoup de kilomètres sur autoroute. En plus de ça, on a des recharges super rapides. Là, vraiment, on arrive, on met à charger, on va faire le petit pissou, on prend un petit café, on revient, la voiture, elle est chargée. Donc, pour ceux qui font beaucoup de kilomètres et qui font beaucoup de routes, franchement, c'est juste excellent. Et pour moi, c'est l'une des meilleures électriques sur ce point que j'ai essayé. 20 kWh au 100 de moyenne, c'est pas déconnant quand on sait qu'on va pouvoir recharger super vite. C'est pas dérangeant. En fait, on a vraiment le meilleur des deux mondes. Et du coup, on n'a pas juste un truc qui performe, mais à côté, c'est un petit peu lent au niveau des recharges, ou on n'a pas beaucoup d'autonomie, mais rassurez-vous, on recharge super vite. Et bien là, on a les deux. Et franchement, c'est juste excellent. Et je pense que voilà, pour les personnes qui font beaucoup de routes, qui voyagent, etc., c'est super intéressant, je trouve. Et en plus, voilà, on a une bonne gueule quand même, on a de l'habitabilité, voilà, on va pouvoir transporter toute la famille sans souci. Et sur ce point-là, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est un petit peu mon avis sur cette petite A6, même si j'aurais aimé un design un peu plus marqué, un peu plus agressif, comme le Q6 par exemple, qui a des lignes un peu plus brutes. Ici, c'est un peu plus rondouillet, mais après voilà, ça c'est les goûts et les couleurs. On arrive sur la fin de cet essai, j'espère que ce dernier vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions sur cette A6 e-tron, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!